avec toute l'actualité, la loi du plomb, le Mercosur. On voit qu'il y a un clivage énorme entre le secteur agricole et les consommateurs. C'est émouvant de faire ce jeu, hein, je t'avoue, hein, j'aime trop les réécouter. Nous, on vient chercher l'alarme, écoute. Ah ouais, non, honnêtement, ça me fait un petit truc au cœur, j'aime beaucoup. Et d'un coup, la conversation s'arrête et tu lui dis « C'est quoi un œuf ?» De but en blanc, il n'y a pas de transition. C'est quoi un œuf ? Bonjour Sophie Dias. Bonjour Jonathan. Merci Sophie d'être là, je suis ravi de t'avoir au micro de La Parole A, un format que tu connais, un format inventé par le comptoir des éleveurs pour justement accueillir des invités où on laisse librement la parole ici. Vous nous retrouvez sur YouTube et notamment sur le site internet comptoirdeseleveurs.com. Alors Sophie, déjà, bienvenue dans l'équipe du comptoir des éleveurs parce qu'on peut te retrouver sur certaines vidéos, notamment la table à l'étable où tu manges. La table à l'étable, effectivement, on grignote, c'est le principe, avec cette émission du comptoir des éleveurs et aussi le format La Parole A spécial éleveur en fin de journée. Oui, effectivement, une belle opportunité. Que tu as pu animer pendant le sommet de l'élevage. Mais là, on va surtout parler de ton podcast. Oui. Parce que tu es surtout podcasteuse, Sophie. Tu as créé Écho de ferme, un podcast qui part à la rencontre in situ des éleveurs, des céréaliers, des agriculteurs, aux profils et aux histoires différentes. Comment est né ce projet dans ta tête ? Comment est né ce concept Écho de ferme ? C'est parti d'un constat. Alors déjà, de base, je suis ingénieure agronome, donc je suis forcément sensibilisée et passionnée par ce secteur. Et en fait, j'ai longtemps constaté en école d'ingé et puis même après que quand on allume la télé, les grands médias ont l'habitude de faire des reportages sur 1 ou 2 minutes, très raccourcis, beaucoup trop synthétiques, ça va pas au fond ça apporte pas de nuance. Ça reste en surface. Ouais, ça reste en surface et moi, je trouvais ça dommage parce que du coup, en faisant trop de raccourcis, on perd vraiment le message clé. On ne sensibilise pas et puis même, je pourrais dire, ça rend les gens bêtes. Mais du coup, mon objectif, c'était d'aller en profondeur. Alors, forcément, un podcast, c'est un média long, c'est un média qui va... Enfin, on se concentre sur la voix pour transmettre des messages. C'est pas comme une vidéo où on peut essayer de capter l'attention. Et donc, mon objectif, c'était d'avoir un format qui permet d'aller au fond du sujet et de surtout aller à la rencontre des vrais acteurs sur le terrain, qui sont les agriculteurs. Alors justement, la vidéo, c'est bien parce que on peut voir pas mal de choses, les machines, les bêtes, les produits, mais toi, tu as fait le choix du podcast. Tu as choisi de partir là-dessus. C'est complémentaire. Tu as la partie vidéo, tu as la partie podcast. Pour moi, c'est complémentaire. Et j'en fais un peu. En fait, je le fais sous forme de capsule sur les réseaux sociaux parce que, de toute façon, si tu n'as pas de visibilité sur les réseaux sociaux, tu n'existes pas et personne ne va arriver sur le podcast. Donc, les deux sont connectés. Il y a une partie pour sensibiliser, mais plutôt des petites capsules. Et ensuite, le but, c'est d'inciter l'auditeur, le consommateur à aller écouter le média plus long pour s'instruire, pour en apprendre davantage, tout ça en essayant de vulgariser un maximum parce que même si moi je connais le jargon agricole, c'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce qui te plaît toi justement dans le format du podcast ? L'authenticité, le côté intimiste, on est en 1v1 comme aujourd'hui et du coup j'ai l'agriculteur et l'agricultrice en face à moi, quasiment à nu en tout cas, à partager leur quotidien. Moi j'adore ça, surtout que je commence toujours par une visite de la ferme. Donc on met les bottes, on va sur le terrain, je comprends le fonctionnement de la ferme et ensuite, une fois qu'on a échangé, que j'ai compris un peu les détails, qu'on a brisé la glace aussi, parce que c'est pas toujours évident, hein. Je vais chez des gens que je ne connais pas au début. Et qui peuvent être intimidés. Voilà, exactement. Après, je les mets souvent en confiance. Je leur explique que je suis pas journaliste, je suis agronome de formation, donc ça les met en confiance, ils comprennent que je connais le métier, je leur explique aussi mon parcours. Et du coup, ensuite, quand on se pose sur l'interview, peu importe où d'ailleurs, hein, j'ai fait des interviews dans une salle de traite, des fois dans une salle à manger, enfin voilà, vraiment en immersion chez la famille agricole. Mais le décor t'apporte aussi, oui. Ça t'apporte des détails, ça t'apporte une sensation, enfin c'est hyper important l'endroit où tu enregistres. Oui, c'est vraiment une immersion dans la ferme et puis aussi dans la vie quotidienne de mes invités. Et vraiment cet objectif, le goût que je prends à faire ces podcasts et ces interviews, c'est... vraiment de donner un temps à quelqu'un qui n'en a pas forcément l'occasion. Et ça, j'adore ça. Parce que finalement, le monde est constitué de personnes lambda. Et moi, je trouve que c'est important de leur donner la parole. Parce que tu évoques plein de sujets et on y viendra, mais le principe même du podcast, c'est surtout de raconter une histoire. Raconter l'histoire de l'invité, de l'agriculteur, de l'agricultrice que tu as en face de toi. Donc, tu es à la fois une bouche qui vient leur parler, mais tu as à la fois une oreille qui les écoute. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup ça. J'adore écouter les histoires des gens, leurs témoignages, leur parcours. Je sais pas, je trouve ça toujours captivant de comprendre les choix qu'ils ont faits dans leur vie.
Ça doit être une fibre que j'ai en moi, mais j'adore ça vraiment. Et essayer d'aider les gens, de le transmettre du mieux possible, parce qu'on n'a pas tous forcément une éloquence, on ne sait pas forcément quel mot utiliser au bon moment. Et donc l'objectif, c'est vraiment de recueillir leur histoire et essayer, à travers leur histoire, à travers leur quotidien, de venir relier tout ça à la réalité. Parce que le but, c'est pas juste que chacun raconte sa vie. À la fin, c'est que quand même on puisse ouvrir un débat sur des réflexions agricoles, sur l'avenir et sur ce qu'on veut comme modèle agricole demain et dans notre assiette. C'est ce que j'ai dire dans ce podcast. Vous avez trouvé des témoignages assez divers. Ça peut être technique, on peut parler argent, on peut évoquer les difficultés de production, même comprendre les spécificités de race. Des fois, ça peut être très précis, beaucoup plus vulgarisé de temps en temps. Bref, tu as envie d'explorer tous les chemins. Oui, c'est ça. J'ai pas une trame définie à chaque épisode. Ça dépend vraiment de mon invité aussi. Donc, je m'adapte au profil. Il y en a certains, ils vont être beaucoup dans la technicité. Donc, on va aller dedans, mais à la fois pas trop parce que ma cible, c'est le grand public. Donc, si on rentre trop dans la technique, je vais les perdre. Donc, le but, c'est de vulgariser au maximum, ce qui n'est pas évident. Donc, si quelqu'un me dit mais génisse, c'est quoi une génisse je travaille en CUMA, c'est quoi une CUMA Des termes qui sont évidents dans le monde de l'agriculture. Oui, voilà, on en parle, la CUMA, j'ai ma charrue, on parle de non-labour, on parle d'ACS, mais c'est quoi l'ACS, agriculture de conservation des sols. Et en fait, il faut vulgariser et rappeler. Donc, j'essaye à chaque fois, même si moi, je connais très bien les termes, je me mets tout de suite avec la casquette du consommateur lambda et je dis, lui, il va pas savoir. Je dis, alors je rappelle que l'ACS, c'est l'agriculture de conservation des sols, pour vraiment repréciser. Sinon, effectivement, on perd. Et le but, c'est vraiment, pour moi, de toucher le consommateur final, même si c'est pas que eux qui m'écoutent. Pourquoi, justement, c'est ça ta cible ? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent déjà dans le secteur agricole, ils n'ont pas besoin d'être sensibilisés. Ils connaissent déjà les problématiques, les enjeux à relever pour affronter tous les futurs défis. Donc, il faut inclure pour moi le consommateur. Si on ne l'inclut pas, en fait, on est toujours dans la même situation. On essaye d'avancer, mais les concernés ne sont pas inclus. C'est un peu comme dans les débats agricoles. Tout le monde parle, tous les acteurs parlent, mais souvent, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui sont représentés. Et donc, on ne prend pas les premiers concernés. C'est un peu la même chose par rapport au consommateur. Je le prends à l'envers. Il faut inclure le consommateur. Il ne faut pas le prendre pour quelqu'un de stupide. Et ça, je suis tout à fait OK avec cette idée. Chaque personne, si on lui prend le temps de lui expliquer, a la capacité de comprendre et a la capacité d'avoir la nuance. Mais si on lui donne une information toute faite, rapide et tout ça, forcément, ça crée des dualités et des clivages. Mais si on apprend et on prend le temps d'apprendre à quelqu'un comment ça fonctionne, le rouage, tout le monde est capable de comprendre. Je vais pas refaire la liste de tous tes invités sur 2 saisons, mais il y a eu des éleveurs porcins, des apiculteurs, des producteurs de rocamadour ou de foie gras. On a même parlé de la French pomme. Enfin, voilà, c'est très très divers. Comment tu choisis tes sujets ou comment tu choisis tes invités ? Alors, je choisis surtout ce que j'ai envie de découvrir, parce que avant tout, c'est aussi un enrichissement personnel. En fait, je suis agronome, je suis sortie d'école, mais à un moment donné, si tu remets pas tes bottes pour aller sur le terrain, on oublie un peu tout, on pratique pas assez finalement. Oui, et tu n'as peut-être pas tout vu. Ah oui, vu la diversité de cultures qui existe en France. L'agronomie en sens large, c'est tellement vaste que c'est quasiment impossible de tout voir en 3 ans d'école d'ingénieur où on te refait des maths, des statistiques. Donc, il faut quand même ouvrir ses chakras et aller voir tous les modes de production. Pareil, je suis allée voir l'huître. Moi, personnellement, j'y connaissais rien à l'huître. Et c'est hyper intéressant parce qu'avant tout, ça me nourrit moi-même, ça me cultive. Et ensuite, le but, c'est de transmettre et de vulgariser et d'aller voir toute cette diversité. Alors, comment je les sélectionne ? Ça dépend des thèmes que j'ai envie de connaître. Je me dis aussi que le but, c'est pas de faire que des éleveurs, que des céréaliers, ce que tout le monde connaît, mais expliquer qu'il y a l'horticulture, l'ostréiculture, qu'il va avoir un maraîcher, un arboriculteur, Qu'est-ce que ça signifie derrière tous ces termes un peu plus spécifiques ? Et le but, c'est de montrer, OK, on voit le morceau de viande, les céréales, les légumes, mais derrière, il y a plein de petites filières, peut-être plus petites, mais qui méritent qu'on les mette en valeur. J'avais envie de te demander à quoi ressemble le style Sophie Dias. Parce que, je prends un exemple, j'ai écouté un épisode de la saison 1, l'épisode avec Arnaud, l'aviculteur, et où tu lui parles de stratégie économique, il te répond à quel point c'est bénéfique pour lui de faire de la vente directe à la ferme, tout ça, et d'un coup, la conversation s'arrête et tu lui dis « c'est quoi un œuf ?» De but en blanc, il n'y a pas de transition, c'est quoi un œuf ? Et là, je me suis dit, c'est hyper frontal et en même temps, c'est la question qu'on pourrait se poser. Oui. Tu vois ? Tout à fait, tu as raison, mais tu me rappelles ce moment-là. Mais effectivement, le but, c'est
En fait, si on rentre trop dans un discours hyper technique, hyper prise de tête, on perd la personne. Donc des fois, c'est de venir alléger le tempo avec une question anodine, mais c'est vrai que la plupart des gens ne savent pas c'est quoi un œuf. Donc c'est à travers la voix d'un agriculteur d'expliquer comment ça fonctionne et quelque chose de très simple, de très ludique, de venir le vulgariser à nouveau. Parce que on le voit pas, c'est un podcast, mais moi j'imagine la tête d'Arnaud en face qui doit se dire mais pourquoi elle me demande ça maintenant et comme ça. Après, il répond très bien. Ils jouent tous très bien le jeu. Tous et toutes très bien le jeu. T'as pas trop de réticence parce que tu rentres quand même parfois dans l'intime de la personne aussi, dans son vécu, dans son passé familial. Tu parlais de briser la glace tout à l'heure, mais en fonction des profils et tout, il y en a qui sont très à l'aise, d'autres beaucoup moins. Oui, c'est vrai, mais vu qu'il y a vraiment cette première partie où on visite la ferme et je pose des questions sur le fonctionnement, je pense que ça passe plus facilement. J'essaye à chaque fois de mettre en confiance mes invités, que ça soit dans mon podcast ou dans mes autres activités professionnelles. Parce que, en fait, une fois qu'on est à l'aise, on s'autorise à s'ouvrir. Et moi, je trouve que c'est ça qui est beau. En fait, finalement, on est des humains. Donc, si on va pas dans notre humanitude, on n'arrivera pas à faire vibrer l'auditeur et l'auditrice. Donc l'objectif, c'est d'aller en profondeur et de comprendre les raisonnements. Et finalement, ils sont tous partants. Après, il y en a forcément certains qui sont un peu réticents, qui ont du mal à parler d'eux parce qu'ils ne se croient pas assez intéressants. Ça, j'ai eu des cas. Hein. Ah ouais, mais je ne suis pas intéressante. Je fais, mais si, comme tout le monde, en fait. Et là, dans ce cas, on essaye de creuser. Après, je respecte chacun. Je leur dis tout le temps au début, je pose des questions. S'il y en a une qui pose problème, vous me dites stop et je la pose pas, ou vous y répondez pas, ou vraiment je la cutterai au montage. La magie du montage, c'est ce que j'allais Mais dire. Honnêtement, j'ai quasiment jamais rien enlevé. Ouais, mais juste un cas où il m'a demandé de l'enlever parce qu'il avait peur des répercussions. De géants qui puissent lui retomber dessus. Donc là, mon but, c'est pas de créer des problèmes. Donc je l'ai enlevé au montage. Par contre, on en a discuté et moi, je sais ce qui se passe derrière. Je le dirai pas au micro. Mais je respecte. Et honnêtement, j'ai jamais quasiment rien enlevé. Par contre, je retiens le mot humanitude. Je le note, j'aime bien. Oui. J'aime bien. Sophie, on va faire un petit jeu parce qu'on parle de ça et on parle de ça. C'est le sujet d'aujourd'hui du podcast. Donc moi, je vais te demander de prendre ce casque et je vais te tester un peu sur ton propre terrain. On va écouter des extraits de tes interviews. Oula. Donc, faut que je me rappelle de tout le monde, c'est ça? Alors, l'idée, c'est déjà, dans un premier temps, de voir si tu reconnais à quelle interview est attribué l'extrait. Et puis après, c'est un peu de parler, notamment des personnes que tu as pu rencontrer. Okay. Ah, je te prends un petit peu dépourvu. Non, mais j'adore. C'est un blind test, mais de écho de ferme, j'adore. Le premier extrait blind test écho de ferme, c'est celui-ci. On y va. Au départ, j'avais pas forcément envie de faire ce Mathilde. métier, qui est quand même assez plein de contraintes. Mathilde. J'ai fait d'autres métiers et finalement, j'ai quand même eu envie de retourner un peu aux sources parce que la campagne, c'est quand même un milieu où je m'y sens bien. J'ai pu avoir l'occasion, de par mes parents, d'avoir l'opportunité de m'installer aussi. Sans quoi, je sais pas si je l'aurais fait aussi, quoi. Ça, c'est Mathilde. Oui, c'est Mathilde. C'est le premier épisode. Alors, c'est pas forcément le premier épisode que j'ai tourné. Je crois que c'est le deuxième, parce que le premier épisode vraiment tourné, il est arrivé qu'en troisième, par choix. Et j'ai mis Mathilde comme premier épisode. Et Mathilde, je la vois chaque semaine en allant faire mon marché. C'est chez elle que j'achète mon fromage de chèvre. Donc, oui, parce qu'elle tient une fromagerie. Elle est éleveuse de chèvres dans le Tarn-et-Garonne. Oui. Et elle fait le marché de Montauban, où je suis... tous les samedis matins. Tu te rappelles exactement de ce tournage, de cet enregistrement? Oui, c'était dans la salle de traite. Donc normalement, dans l'épisode, on entend les chèvres se cogner contre les portes. On entend dans le côté hangar avec les bruits d'oiseaux. Vraiment, c'était top. Et à un moment donné, je crois que j'ai laissé au montage. Il y en a une qui se tape. Et du coup, on rigole dessus. Et Mathilde a dit, il y en a une qui veut venir prendre la parole. En tout cas, une de ces chèvres qui voulait prendre la parole. Ah, mais elles sont bavardes, les chèvres. Extrait numéro 2, ça sera celui-ci. Pour retrouver un petit peu le savoir-faire que je n'avais pas pu acquérir de par mes études, ni de par ma famille, puisque c'est quelque chose qui était assez tabou, jusqu'à aujourd'hui, où je suis assez fier de pouvoir avoir retrouvé ce savoir-faire et de faire le Grenache. C'est Mathieu Catala, forcément. C'est émouvant de faire ce jeu, je t'avoue. J'aime trop les nous, on vient chercher l'alarme, écoute. Ah ouais, non, honnêtement, ça me fait un petit truc au cœur. J'aime beaucoup Mathieu Catala, vigneron dans l'Aude, que j'ai interviewé. Très belle histoire aussi avec Mathieu. Il m'a suivi quasiment dès le début. C'est un grand soutien dans mon podcast. Et quand j'ai fait la saison 2 dans toute l'Occitanie pour représenter l'Aude, je voulais mettre en valeur la filière du vin, qui, on le sait, est en difficulté. Et du coup, j'ai pensé tout de suite à Mathieu Catala, qui aujourd'hui est devenu un ami.
Et alors lui, en plus, dans le sujet du podcast, c'est hyper important, on parle de transmission familiale. Le titre du podcast, il est hyper accrocheur et il amène vraiment une vraie réflexion vers la dernière génération de vignerons, point d'interrogation. Oui, parce qu'en fait, il le dit dans le podcast, selon lui, il est la dernière génération et dans 5 ou 6 ans, il y aura plus de vin dans l'Aude. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle très intéressant avec cette année, en 2025. On a vu les énormes incendies qu'il y a eu dans l'Aude. Il y a tout un débat sur la maîtrise des feux, sur l'arrachage des vignes. Enfin, il y a un gros enjeu agricole dessus. Donc avec lui, on en a beaucoup parlé parce qu'on se pose la question comment on fait pour s'adapter aux nouveaux défis et notamment dans l'Aude, au changement climatique et à la sécheresse qui est omniprésente chaque année et qui pénalise la filière. Et on pense aux habitants de l'Aude et plus particulièrement aux Forcément. agris et producteurs du coin. Troisième extrait, celui-là, Jamais 203. On l'a un peu teasé celui-là déjà. Donc on reçoit les huîtres, dont le Nessing vient énormément de la face atlantique, qui est le gros site de captage de Nessing. Donc il y a énormément de Nessing qu'on reçoit de là-bas. Nous, comparé à la face atlantique, on élève les huîtres sur corde, on les colle. Donc pour pouvoir les coller, on va les faire pré-grossir. C'est qui ? C'est Loïc Sanchez. Donc, il est à, si je ne me trompe pas, à Loupian, au bord de l'étang de Thau. Donc, pas très loin de Sète. Loïc, super rencontre aussi. Je voulais vraiment mettre en valeur la filière ostréiculture du bassin de Thau pour représenter le département de l'Hérault. Et belle rencontre aussi avec Loïc. En plus, c'était vraiment une super journée. Il faisait super beau, grand soleil. Et en exclusivité, il m'a fait monter sur son bateau. Alors, je ne sais pas si je peux le dire, mais il m'a fait monter sur le bateau et on est allé voir les tables d'élevage des huîtres sur le bassin de Thau. Alors, normalement, voilà, j'avais pas le droit parce qu'on n'a pas le droit de le faire au public. Mais bon, on va dire que j'étais un public particulier. Donc, on est parti et vraiment, c'était une super expérience. Et du coup, ils ont remonté les cordes d'élevage avec les huîtres dessus pour me montrer comment ça fonctionnait. Enfin bref, c'était magnifique. Tu le disais un peu tout à l'heure, c'est vrai que c'est étonnant quand tu fais un podcast qui s'appelle Écho de ferme, tu penses pas aux huîtres, à l'ostréiculture. Oui, pourtant, alors que on parle de ferme ostréicole. Super impressionnant et super important dans le paysage de production française. Mais ça reste une ferme ostréicole. Bien sûr. Alors, extrait suivant, ça va te parler. Se pose la question de, sur les 10 prochaines années, faire évoluer le système vers un système où on aurait une 30aine d'hectares pâturables et donc une ration vraiment qui s'appuierait sur le pâturage, sur l'herbe en tout cas, sous toutes ses formes, que ce soit de l'ensilage, du foin, de l'enrubanné ou effectivement de l'herbe pâturée directement dans les champs. Ça, c'est Stella. J'aime bien le moment où tu te rends compte de qui c'est. Oui. Soit c'est Parce très qu'en rapide, fait, soit ça prend un peu de temps, mais j'aime bien. En fait, je me remets pour Stella, c'est sa voix très discrète que je note directement. La voix des gens, ça me marque beaucoup. Comme celui de Mathieu Catala, l'accent chantant, forcément, ça me fait sourire directement. Et Stella, elle était très concrète, mais aussi très réservée. Et vraiment, c'était un super épisode dans cette ferme qui est connectée, enfin, qui est reliée à un lycée agricole dans le Tarn. Et, le lycée agricole d'Albi-Font-Labour, elle en gère l'exploitation. Et elle nous parle notamment de polyculture élevage, un exemple de résilience agricole, c'est le titre de l'épisode. Oui. Un podcast en fait où, oui, on pose des problèmes, mais on cherche aussi des solutions. Oui, effectivement. Et eux, ils expérimentent aussi l'agroforesterie pour trouver des solutions concrètes sur le terrain. Et surtout expérimenter, c'est aussi l'avantage de ce type de ferme. Et surtout, transmettre pour former la prochaine génération. Et pour former la prochaine génération à s'installer, à développer des nouvelles activités, de nouveaux fonctionnements et surtout de nouvelles méthodes de production. Allez, dernier extrait dans le casque de Sophie, le voici. Alors moi je me suis installé déjà, ça fait un peu de temps, en 71, donc maintenant je dirais j'aide, mais disons la direction, je dirais c'est plutôt mes enfants. Je me suis installé direct parce que je voulais avoir, je dirais, mon revenu, et en plus dans les années 71, il y avait quand même les soucis, je dirais, de cohabitation dans les familles d'agriculteurs. Bon, je voulais être autonome, donc je m'étais installé. Et tu as reconnu ? Bah oui, c'est Yvon Sarraute. C'est le dernier épisode de ma saison 2, qui est dans le Tarn-et-Garonne, un grand producteur de pommes aussi, mais beaucoup de kiwis aussi. Ils ont une partie avec des chèvres et vraiment une belle expérience. En fait, ce qui était intéressant avec lui, c'est mon doyen, plus de 75 ans. 75 ans de passion agricole, à s'adapter, s'engager et transmettre. Exactement. Il me semble qu'il a même 76 ans maintenant. Il a fêté son anniversaire depuis. Pareil, je le vois très régulièrement au marché de Montauban. Et vraiment, j'avais envie de mettre en évidence pour lui sa passion, son engagement, mais aussi de voir le avant. 75 ans, c'est long. Et puis le maintenant, et puis de voir que c'est un profil qui innove et qui essaye de s'adapter, qui reste engagé, mais qui commence aussi à
à déléguer certaines tâches, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que ce soit les nouvelles générations qui reprennent leur lait. Et là, on parle vraiment d'évolution d'une ferme sur 50 ans. Enfin bref, c'est passionnant. Allez écouter les podcasts. Oui, c'est ça, effectivement. Il faisait même du tabac au début dans le Tarn-et-Garonne. Je l'ai découvert sur l'instant. Je savais même pas du tout qu'il y avait une filière. Bon, maintenant, ça s'est arrêté. Mais on comprend qu'ils étaient producteurs de tabac. Donc vraiment, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Ouais, j'adorais. Sophie, tu peux enlever le casque. Oui. Le petit happening est fini, mais on va continuer de discuter ensemble. Parce que le podcast qui te tient à cœur, quelque part, c'est aussi une nouvelle manière de communiquer dans le monde de l'agriculture, aux mêmes images que nous, les vidéos sur le comptoir des éleveurs. Tu penses que ça contribue quand même à goutte par goutte, à changer le discours agricole ? Bah, écoute, j'espère. En tout cas, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Je pense que c'est un média comme un autre. Il n'y a pas un média qui est supérieur. La vidéo a son impact. En fait, on n'a pas le même public, on n'a pas la même cible. Donc, plus il y a de canaux différents de communication, plus ils sont complémentaires et plus c'est utile pour essayer de changer l'image, les préjugés qu'on a sur le secteur agricole. Donc, moi, je trouve que c'est une nouvelle forme de communication qui a sa place, qui en plus, comme je disais tout à l'heure, permet d'aller en profondeur parce qu'on l'invité, il n'y a pas les caméras. Il est juste là avec moi, concentré sur nos échanges. Ça, c'est la force du micro aussi. Oui, c'est la force du micro. Et alors, ça impressionne au début. Je le vois surtout quand je suis au montage. Ça, c'est très drôle aussi. Au montage, on voit les petites ondes qui sont comme ça au début. Et puis, au bout d'un quart d'heure, les ondes, elles sont un peu plus marquées. On voit que la personne prend confiance. Elle parle plus fort. Elle parle plus fort, plus de rythme. un peu plus engagée. Et ça, j'adore voir ça quand je me mets sur mon logiciel. Je vois les petites ondes. Et puis, tout d'un coup, elles grandissent. Je dis, bon, ils sont en confiance. Donc, je pense vraiment qu'avec la force du micro, on peut transmettre des messages, mais différemment. Voilà. On va aller plus en détail et je pense que c'est un média qui est complémentaire par rapport à la vidéo, aux articles, à la presse écrite. Et t'en penses quoi, toi, de l'exposition médiatique que s'offre aujourd'hui l'agriculture ? Il est suffisant ? Il reste à parfaire ? Comment, toi, tu le vois de ton point de vue de podcasteuse ? Insuffisant. Insuffisant. Très insuffisant. De toute façon, on l'a encore vu cette année avec toute l'actualité, la loi du plomb, le Mercosur. On voit qu'il y a un clivage énorme entre le secteur agricole et les consommateurs. Et puis, tout type de consommateurs. On a toujours cette dualité agriculture et écologie, alors que en fait, les deux vont avec. En fait, il n'y a pas de différenciation à faire. L'agriculture travaille avec le vivant et l'écologie, de toute façon, on a besoin des agriculteurs. On continuera toujours à manger demain. C'est ce que je dis à chaque fois. On a besoin d'oxygène, d'eau et de nourriture. Tout le reste, c'est pour moi à peu près superficiel. Donc, partant de ce constat-là, il faut vraiment recréer un lien entre les deux. Et le podcast est une solution pour en tout cas répondre à ce débat-là et essayer en tout cas de venir, je ne vais pas dire embellir l'image de l'agriculture, parce que c'est pas le but, c'est pas d'avoir une image toute belle, on va bien. T'as jamais enjolivé, c'est ce que je voulais dire. Dans le podcast, on n'enjolive pas l'agriculture. T'es pas là à dire c'est le meilleur truc du monde et il y a pas de problème et tout est beau, tout est rose. Tu mets les problèmes sur la table, mais par contre, tu mets pas que ça sur la table. J'aime pas la communication ultra positive où on est dans un monde de bisounours et tout est parfait, tout est beau. Et forcément, en plus, en ayant ce discours-là, c'est contre-productif parce que les gens sont pas stupides et ils voient, ok, d'accord, ils partent sur cette image très positive, mais la réalité est tout autre. Donc, il n'y a pas non plus à mettre une image négative, ça sert à rien et en plus ça pousse vers le bas. Le but, c'est d'être dans la réalité. Et la réalité, c'est aussi bien de parler d'un modèle, comment il fonctionne, et puis moi, parfois, d'aller le confronter. Par exemple, celui du foie gras que tu disais au début, je suis venue la titiller sur L214, toute cette demande sociétale qui est de protéger l'animal, cette inquiétude sur le bien-être animal, et de demander son opinion. Moi, je suis personne pour juger. Ça, je le dis à chaque fois. Mon objectif, c'est d'être impartial. Je peux aller voir très bien quelqu'un qui est engagé, qui fait de la permaculture, qui fait de l'agriculture de conservation des sols, du maraîchage sur sol vivant, et c'est très bien. Et puis à côté, je peux aller voir quelqu'un qui va faire plutôt un modèle un peu plus productiviste. Mais mon objectif, c'est pas de dire lui, il fait bien, lui, il fait pas bien, lui, il y a de l'avenir, et lui, il y en a aucun. Je suis personne. Je connais le secteur et en plus, je n'ai pas de baguette magique. C'est pas ma décision et mon opinion qui va importer. Je suis juste là pour transmettre, comme un perroquet. Et après, chacun se forge sa propre opinion. Et ça, c'est important de le dire dans un monde où on veut de plus en plus nous dire comment penser, comment fonctionner. Moi, je pense que la liberté d'expression, elle passe par là. Je montre. Chacun décide ce qu'il a envie de prendre. Et j'ai déjà eu le retour aussi
très intéressant. Je vais partager cette petite anecdote. J'ai eu une auditrice qui est venue me voir un jour. Elle m'a croisée. Elle me dit, j'écoute tes podcasts, super intéressant. Et dernièrement, j'ai écouté un podcast d'une personne que jamais j'aurais écouté parce qu'on n'a pas les mêmes convictions. Mais vu que c'était toi qui interviewais, Sophie, je suis allée écouter l'épisode et en fait, je me suis rendu compte qu'avec cette personne, on avait des points communs. Il y a des choses qui matchaient, des sujets qui matchaient, alors que de prime abord, il y avait aucun lien. Et elle m'a dit, du coup, j'ai adoré comment tu as amené ça. Et c'est surtout, je me suis rendu compte, cette personne, finalement, on arriverait quand même à trouver des terrains d'entente. Sans être forcément d'accord sur tout. Oui, on peut c'est être... aussi le but du débat du public. Oui, on peut avoir des opinions différentes. Ça n'empêche pas le débat, en fait. Tout est une question de est-ce qu'on est capable d'écouter ce que l'autre a à dire. Est-ce que tu t'es déjà interdit des sujets, soit parce que tu les maîtrisais pas, soit parce que c'est trop tabou? Alors que je les maîtrise pas encore. Mon but, c'est de me challenger. J'adore quand on me dit on va être sur telle thématique. Je sais, oula, j'ai tout oublié, je me rappelle plus. C'est pas grave, je vais faire des recherches. Et puis, l'innocence n'est pas un défaut. Donc, des fois, même aux agriculteurs et aux agricultrices, je leur dis attends, réexplique-moi parce que vraiment. C'est quoi un œuf? Les études. Non, mais les études commencent à un peu dater, même si je suis encore jeune. Mais il y a tellement, comme tu disais au début, de spécificités qu'il faut se remettre dans le bain. Et j'aime bien retourner au B à bas en me disant ok, on revient sur la base. Explique-moi. Et puis, comme ça, moi aussi, j'arrive à mieux vulgariser. Et puis, même pour ma propre culture, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. 2 saisons d'Écho de ferme. Est-ce que le podcast continue? Est-ce que tu as envie d'aller encore plus loin, d'explorer davantage de choses ou de migrer vers d'autres supports, d'autres types de médias? C'est quoi un peu, toi, tes perspectives? Moi, mon objectif, c'est de continuer avec le podcast Écho de ferme. Plein de saisons. Plein de saisons, oui. Tout est une question, je ne vais pas le cacher, tout est une question aussi d'économie parce que ça a un coût. Est-ce qu'on gagne sa vie quand on est podcasteuse? Non. On va être honnête, c'est beaucoup trop complexe. Soit tu peux faire de la publicité, soit du sponsoring. Mais la question du sponsoring, c'est un sujet que je partage aussi publiquement avec ma toute petite communauté. Je le dis, c'est difficile parce qu'il faut aller sur le terrain, ça me prend du temps, il y a du déplacement. Des fois, il faut peut-être trouver une solution de logement. J'ai investi dans mes micros et donc tout ça, je l'ai fait avec mon épargne personnelle. Je suis allée chercher dans mon livret A et je me suis dit, j'investis parce que j'ai trop envie de faire ça. Mais à un moment donné, si on a envie de se projeter, et il faut bien que je mange tous les jours, c'est bien un des 3 critères importants au quotidien, il faut que je trouve des solutions. Donc j'ai d'autres activités qui me permettent d'essayer de voir comment je peux fonctionner. Mais mon objectif, c'est de continuer. Et pour continuer sur plusieurs saisons, parce que j'ai vraiment beaucoup de thématiques en tête, dont certaines qui peuvent être un peu touchy, mais j'ai trop envie de les faire parce que peu de médias osent en parler. Et pour ça, il faut que je trouve un modèle ou en tout cas que je trouve une façon de rendre le projet viable. Ouais, voilà, de le rendre pérenne. Mais le but, c'est continuer, peut-être d'adapter le format avec des nouvelles choses qui vont sortir, peut-être prendre du recul, parce que c'est bien d'être sur le terrain, mais des fois, on a envie de se dire oui, mais tous ces témoignages, est-ce que c'est vrai de vrai? Est-ce que finalement, tous les autres acteurs agricoles partagent cette opinion? Est-ce que si on vient le confronter avec des études, avec des approches scientifiques, est-ce que tous ces agriculteurs sont vraiment dans la tendance ou est-ce que c'est des parcours personnels? Est-ce qu'on est dans une démarche collective, une approche collective, un problème collectif, ou est-ce que c'est juste des problèmes personnels? C'est toujours la question des témoignages. Oui. C'est pas la vérité, c'est leur vérité. Exactement, c'est leur vérité. Mais ça se fera dans les prochains mois. Okay. L'objectif, c'est de prendre un peu plus de recul et d'ouvrir un peu le champ des possibles avec peut-être un peu des experts, parce que personne n'est vraiment expert, mais on va le mettre sous cette catégorie-là. Ok, on va suivre ça assidûment, Sophie. On va finir ensemble avec la carte blanche. Tu connais le principe. Tous les invités y passent à cette carte blanche. Le moment où je te laisse soit un peu peut-être récapituler l'épisode, approfondir un sujet, venir sur un autre terrain. Bref, tu nous parles de ce que tu veux dans cette carte blanche. Je te laisse une petite minute. T'as envie de... C'est compliqué, non, mais je m'en suis rappelé ce matin qu'il y avait une carte blanche, mais je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais dire? Honnêtement, carte blanche, c'est compliqué cette question, parce que dans mon podcast, si tu as t'as écouté un épisode jusqu'au bout, j'ai toujours une dernière question pour tout le monde, quelle que soit la personne, c'est quel écho veux-tu laisser aux personnes qui t'écoutent? Et c'est très complexe parce qu'à chaque fois, les personnes me disent « Oh, complexe cette question ». Et là, aujourd'hui, du coup, c'est mon tour. C'est ton tour. C'est mon tour. Écoute, je te dirais notamment ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque média a sa place, on n'est pas là pour forcément se confronter, trouver la solution idéale. Chaque démarche
personnelle est importante pour s'inscrire dans une communication collective. Je dirais aussi qu'il est important que chaque consommateur puisse se reconnecter à son alimentation. Et moi, il y a un point qui est très important. On parle de communication, c'est bien communiquer. Mais si c'est pour communiquer et dire « Oh, il faudrait tous faire ça », mais derrière, le consommateur, il ne sait pas vers quoi se tourner, vers qui se tourner, ça ne fonctionnera pas. Donc, on a besoin des acteurs. Et des acteurs, ce n'est pas que les institutionnels. Forcément, toute la place de la politique est importante. Et on le voit encore aujourd'hui, qu'on est toujours dans une impasse où on n'arrive pas à avancer. On comprend bien aussi que si on attend toujours que ça vienne d'eux, on n'avancera pas non plus. On subit un peu le système. Donc, au lieu de subir ce système, c'est d'inclure aussi tout ce qui va être acteur privé, s'adapter aux consommateurs, chercher des solutions, travailler sur l'éducation. Aujourd'hui, il y a un gros manque. Les gens ne s'intéressent pas. Et on va dire, oui, les gens, ils consomment moins, ils mettent moins d'argent sur l'alimentation. Oui, OK, mais... Pourquoi aussi ? Parce que, OK, ils préfèrent acheter le nouveau smartphone. Bon, d'accord, on peut comprendre. Mais aussi, si on ne leur redonne pas envie de consommer, si on ne leur explique pas aussi comment recuisiner, parce qu'on a perdu aussi cette appétence pour cuisiner les produits bruts, forcément, il ne va pas suivre le mouvement. Et pour moi, il y a une place importante des entreprises privées, travailler avec leurs collaborateurs. Aussi, on parle beaucoup de RSE, que les entreprises puissent, dans leur démarche RSE, permettre aux salariés de souffler, mais aussi de se cultiver. Je pense qu'il y a vraiment une responsabilité collective. Et cette responsabilité collective, si on s'y met pas tous et que chacun fait son petit truc de chaque côté, en fait, on n'avancera pas. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un compte à rebours. Il faut être quand même réaliste avec le changement climatique, plein de problématiques qui vont se mettre sur la table et sur lesquelles il va falloir trouver des solutions. Et pour moi, la démarche collective et la responsabilité collective, elle est importante. Parce que je vais terminer par ça. Responsabilité, en anglais, c'est responsibility. Responsibility, c'est l'habilité à répondre. Garder la responsabilité, c'est garder le potentiel et son habilité à répondre à une problématique. Tu l'as eu, ta carte blanche. Tu l'as trouvée, cette carte blanche, finalement, tu vois, Sophie ? Oui, écoute, une fois que je suis lancée... On t'arrête plus. Ouais, je suis lancée, écoute. Elle est podcasteuse. Merci beaucoup, Sophie Diaz, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Juste pour finir, on le retrouve où, ce podcast Éco de Ferme ? Sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, donc Spotify, Deezer, sur format YouTube aussi, et après sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn, voilà. Et ben voilà. Un peu partout. Comme la parole A, comme le comptoir des éleveurs, vous retrouvez sur YouTube, les réseaux sociaux et le site internet comptoirdeseleveurs.com. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de la parole A. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Comptoir des éleveurs.